n'appartient à personne, ni à un milliardaire quel qu'il soit, ni à une puissance étrangère, ni à un parti politique. TVL, c'est l'indépendance au service de votre information. Cette liberté, c'est aussi ce qui met une cible sur notre dos. Parce que nous ne sommes pas corruptibles. Pas de chantage à la subvention, pas de copinage, pas de pantouflage. Le système n'a pas de prise pour nous faire rentrer dans le rang. Alors il veut nous ostraciser et puis nous ruiner pour que seuls survivent les médias labellisés. Ils nous ont déjà frappés partout, sur les réseaux sociaux, sur nos comptes bancaires, sur notre chaîne YouTube. Et ils continuent. Et ils continueront. Ils ont un agenda. Ils veulent nous mettre à terre avant les prochaines grandes échéances. Mais avec votre soutien, je le sais, nous tiendrons grâce à votre don. Nous continuerons de les gêner et nous grandirons encore ensemble. Le compte à rebours a commencé. Alors je compte sur vous dès maintenant. Chers téléspectateurs, bonjour. Pour notre Zoom du jour, nous partons à l'aventure avec Christophe Maruffi. Christophe Maruffi, bonjour. Bonjour, monsieur Le Bourlet. Alors, Christophe Maruffi, vous êtes un ancien officier, vous êtes officier de l'armée de terre pendant 42 ans. Tout à fait. Vous êtes aussi bien sûr père et grand-père. Alors, vous nous présentez une aventure humaine, c'est un recueil de poèmes dans lequel vous nous racontez en fait l'aventure de votre vie. Absolument. Alors, c'est un recueil de poèmes découpé en plusieurs chapitres, avec un premier chapitre intitulé « Ferrer ». C'est votre village d'attache. Oui, tout à fait. Les Pyrénées, vous commencez d'abord par rendre hommage à vos racines. Vous voulez commencer, vous voulez commencer votre aventure, n'est-ce pas? Oui. En parlant d'abord de vos racines, peut-être de ceux qui vous ont précédé. Absolument. Oui, donc j'ai choisi Ferrer comme premier chapitre. Parce que c'est l'ancrage familial qui est lié à mon épouse, dont la famille était installée depuis plus de 2 siècles dans cette vallée de Barousse, où Ferrer figure tout en haut, au plus haut, à peu près 800 mètres d'altitude. Et Ferrer, c'est l'ancrage familial, c'est les racines de cette famille houssette, dont nous occupons la maison ancestrale. Et j'ai voulu décrire à la fois les paysages, les gens du pays et tout l'environnement de cette magnifique vallée. Vous nous décrivez en quelques vers toute cette vallée, tous ces décors. Un décor, les Pyrénées, qui a inspiré beaucoup de poètes, notamment Vigny. On voit que vous marchez sur beaucoup de traces avec ces poèmes. Oui, tout à fait, oui. Les Pyrénées c'est déjà une chaîne de montagnes qui va de l'Atlantique à la Méditerranée, qui fait un peu plus de 400 km de long. Et notre vallée de Barousse est installée, se déploie dans le département des Hautes-Pyrénées, c'est-à-dire à peu près au milieu des Hautes-Pyrénées, aussi loin de l'océan Atlantique que de la Méditerranée. Et voilà, les Pyrénées sont très inspirants. Très inspirants. Je connais les Pyrénées, je ne suis pas natif des Hautes-Pyrénées, mais j'y vis, j'ai fréquenté ces régions, qu'il s'agisse de la Catalogne ou du Béarn depuis plus de 40 ans. À travers mes stages, parachutistes, stages commando, stages de montagne, etc., etc. J'étais en garnison à Pau aussi à une époque. Donc les Pyrénées m'ont toujours inspiré. Il y règne quelque chose de très, très particulier. Sentiment d'authenticité. D'authenticité, de racines, de racinement, de tradition, voilà, c'est un environnement excessivement attachant. Aux multiples climats, non loin de l'Espagne, avec tous les apports occitans, gascons, hispaniques, c'est très riche. Alors bien sûr, Pyrénées, berceau familial, vous parlez bien sûr de votre famille dans un deuxième chapitre. Oui. Alors c'est vrai que votre deuxième chapitre sur la famille commence par un poème sur Damas, intitulé Appel de Damas. Alors pourquoi avoir voulu Alors Appel de Damas, c'est parce que je suis d'origine syrienne par mon père.
était syrien, naturalisé français dans les années 70. Il est arrivé en France à la fin des années 40 pour y boucler un doctorat en droit. Et voilà, cette famille syrienne a quitté la Syrie depuis longtemps. Mon père est le premier à avoir quitté ce pays à l'époque des dictatures militaires successives. Et pour ma famille, la vie devenait assez intenable. C'était des familles de terriens, de propriétaires terriens, et à cause des réformes agraires consécutives, successives, le domaine familial a été amputé, divisé, morcelé, redistribué aux paysans, ce qui était peut-être moralement acceptable, mais ça s'est traduit par la chute des rendements agricoles. Enfin, ça a été quelque chose de terrible. Donc mon père est le premier à avoir quitté la Syrie. Ses frères et sœurs lui ont emboîté le pas, si bien que ma famille aujourd'hui a peut-être des cousins lointains qui vivent à Damas. Et c'est un peu par rapport à eux que j'ai fait cet appel de Damas, pour rappeler peut-être mes origines, et faire un espèce de zoom sur la Syrie d'autrefois, la vieille Syrie, qui n'a plus rien à voir avec la Syrie actuelle, évidemment. Vous continuez à suivre un petit peu tout ce qui se passe en Syrie? Oui, je suis toujours intéressé par l'actualité en Syrie, au Proche-Orient en général, Syrie, Liban, Irak un petit peu. Mais c'est vrai que ces deux pays, notamment la Syrie, qui m'intéressent. Je me sens très concerné par ce qui se passe là-bas et la situation actuelle m'attriste beaucoup. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Les perspectives ne sont pas très optimistes. Oui, tout à fait. Oui. Le rappel de Damas, c'est ça. Ça rappelle à la fois ce qu'est la Syrie, puisque je ne sais pas si je fais dans la première strophe un peu une localisation, une situation géographique de la Syrie. Oui, effectivement, ce que vous dites, nul ne peut entrer en Orient ni en sortir sans passer par Damas, comme le dit l'aphorisme. Al-Sham et la Grande Terre qui du Taurus attire, de Bagdad à Antioche, rayonnent dans l'onirisme. Voilà, c'est ça. Donc ça évoque un peu la vieille et grande Syrie. Celle qui part de la Méditerranée et qui va pratiquement à l'est, jusqu'à une partie de l'Irak actuel, pratiquement la vallée du Tigre et de l'Euphrate. Au nord, le Taurus, qui est ce massif montagneux situé au sud, plein sud, sud-est de la Turquie actuelle, frontalière avec la Syrie, et puis au sud, qui englobait effectivement le Liban et une partie de la Palestine. Alors si on revient en France, bien sûr, dans ce deuxième chapitre sur votre famille, vous rendez hommage à chacun de vos enfants, vous leur consacrez à chacun un poème. Et il y a un mot qui revient souvent, c'est l'envol. Vous appelez chacun de vos enfants à vivre une aventure, en fait, à faire de leur vie une aventure. Tout à fait. Vous avez tout à fait bien identifié l'un des traits communs, le trait d'union entre ces poèmes qui sont en quelque sorte une galerie de portraits que je fais pour mes enfants, comme si je brossais un tableau. Et cette notion d'envol, d'élan, de dynamique, etc., est une notion que j'ai essayé d'inculquer avec mon épouse à mes enfants. Et c'est vrai qu'à travers ces vers, ces strophes, ce terme d'envol, d'élan, de dynamique, de cheminement, est assez marqué et répétitif et réitéré. Mais c'est peut-être l'image que je veux leur imprimer, c'est peut-être un défaut, pas un défaut, mais en tous les cas une vision tout à fait personnelle de ce qu'ils sont. J'ai la chance d'avoir des enfants assez dynamiques. Je suis aucun militaire, à me reprocher, si j'ose dire, parmi eux. Mais voilà, ils font tous des métiers qu'ils vivent de manière entière, pleine et entière, dynamique. Et je suis très fier d'eux, de manière générale. Voilà. Alors il y a d'autres êtres qui ont droit à un chapitre. Dans le troisième chapitre, ce sont les animaux. Donc, les animaux. Consacré effectivement tout un chapitre à nos compagnons. Oui. Alors les animaux sont nos compagnons fidèles. Le chien, le cheval, le chat, le perroquet, je cite dans ces poèmes.
Il y a le cerf qui est présenté comme un Le cerf. animal très noble, qui revient souvent. Le cerf, oui. Tout à fait. Alors, nous vivons dans une région de cervidés. Hein, la Barousse, Ferrer, vous savez que Ferrer a deux caractéristiques. La première, c'est que, en termes de superficie, elle figure au top 20 des plus grandes communes de France. Il y a 52 habitants. Il y en avait 800 avant la guerre 14. Aujourd'hui, 52 habitants. Mais la superficie, la classe au peut-être 18e rang national. Des communes. Des communes, en largeur. Mais c'est-à-dire, si on considère, on considère Paris comme une seule commune, alors? Comment? Mais si on considère Paris comme une seule commune, alors je veux dire, Paris est en numéro 1, je suppose. Oui, Paris est numéro 1, mais Ferrer, en termes de superficie, Ah oui, ce serait une superficie de limite territoriale, de limite administrative, eh bien, elle se classe, je crois, au 18e rang national. Vous vous rendez compte? C'est une première caractéristique. Et la deuxième, je rattache cette caractéristique au cerf, c'est la première réserve de cervidés d'Europe. Alors, rapportée à la superficie. Première réserve de cervidés d'Europe. Les sociétés de chasse pullulent partout. Parfois, dans un petit village, il y a 2 sociétés de chasse. Ces sociétés, par le jeu des colliers, de la vente des colliers, gagnent beaucoup d'argent par la vente des colliers par animaux. Donc c'est une ressource financière importante dans la région. Beaucoup plus que le bois, l'eau, qui pullule, qui sont des denrées extrêmement importantes là-bas. La chasse est une activité qui a haute valeur ajoutée sur le plan financier. Une activité qui vous est familière, peut-être? Oui, j'ai pratiqué, mais pas dans les Hautes-Pyrénées. J'ai pratiqué la chasse à courre, en forêt de Rambouillet, la chasse, la vénerie à cheval, chasse au grand cerf. Mais la chasse à tir, non, je l'ai pas pratiquée dans les Hautes-Pyrénées, non. Alors, parce qu'on parle de la chasse à cheval, on voit d'ailleurs même sur la couverture de votre livre que vous avez un certain rapport avec le cheval, un cheval qui semble vous avoir fait peut-être quelques frayeurs. Voulez-vous nous raconter cette anecdote? Oui, alors cette photo n'est pas fabriquée de toutes pièces à partir de l'intelligence artificielle. C'est une photo noire. Petite pression pour nos téléspectateurs, ce n'est pas Napoléon qu'on voit sur la photo, c'est bien vous. Oui, c'est bien moi. Préciser, voilà. Je vous avoue que ça prête à confusion pour moi. C'est un pur sang, je monte un pur sang anglais qui s'appelle Docile. Et le chef de la section équestre, un lieutenant-colonel dont j'ai oublié le nom à l'époque, c'était en 79, le 2 décembre 1979, m'avait confié son cheval, son pur sang. Donc j'ai eu cet honneur d'avoir été désigné comme général Rapp, celui qui a conduit la charge victorieuse de la cavalerie à Austerlitz. Et voilà, donc on a reconstitué avec mes camarades des 2 bataillons de Saint-Cyr la bataille d'Austerlitz et les autres écoles, écoles militaires interarmes, etc. Et à l'issue de cette reconstitution, je rentre à l'écurie, je ramène mon cheval à l'écurie, un monsieur a voulu nous prendre en photo. J'ai marqué un arrêt, un petit quart de tour à droite, et le cheval, furieux, s'est mis à se cabrer. J'étais surpris. C'est pas moi qui a provoqué cette courbette, mais c'est le cheval lui-même qui s'est soulevé à tel point que j'ai vraiment eu peur que le cheval ne se retourne sur moi. Alors, je fais bonne figure, mais voilà, c'est une photo qui a été prise un peu par le plus grand des hasards et dans un équilibre assez instable. Alors justement, là, vous parlez de votre jeunesse à Saint-Cyr. Bien sûr, l'armée, c'est l'objet d'un de vos chapitres. Vous dites que l'armée, en fait, vous a tout apporté, en fait. Voilà. Ah oui, l'armée, pour moi, ça a été une aventure humaine totale, pleine et entière. Bon, j'y ai servi 42 ans, mais si je compte les 5 années d'enfant de troupe que j'ai fait avant au collège militaire d'Autun, j'aurais passé pratiquement 47 ans sous l'uniforme, ce qui n'est pas rien. L'armée, c'est pour moi la première image que j'ai de l'armée, c'est la famille, l'esprit de corps, la cohésion.
l'obéissance, une obéissance librement acceptée. Pour moi, ça a été la liberté. Ce que j'écris dans la 4e de couverture, c'est-à-dire que, un peu paradoxalement, hein, pour un soldat, je me suis senti très libre d'exercer mon métier dans l'armée. Bien sûr, avec des chefs, des subordonnés, des collègues, des pairs, mais ayant été servi dans la cavalerie légère, dans un premier temps, la cavalerie légère, c'est la reconnaissance, la flanc-garde, donc c'est toujours des missions qu'on mène en avant, sur les flancs du corps de bataille, donc avec un cadre espace-temps, une amplitude, des manœuvres extrêmement libres, assez libres. Voilà, contact de l'ennemi ensuite. L'armée, c'est la rigueur, il faut de la rigueur, beaucoup de rigueur. C'est l'esprit de camaraderie que j'ai aimé par-dessus tout. Hein. Et puis, quand on est en situation de commandement, c'est le fait de créer l'adhésion parmi ces hommes, la dimension humaine. Voilà. Et est-ce qu'il y a des événements dans votre carrière militaire qui vous ont particulièrement marqué, qui ont pu être de véritables sources d'inspiration, d'ailleurs, pour vos poèmes, d'ailleurs Oui, j'ai écrit un poème, Le chemin de la foi. Alors ça se passe à Beyrouth, mi-août 1983, donc j'étais en mission au sein de la force multinationale de sécurité à Beyrouth. Je servais comme lieutenant au 2e régiment étranger d'infanterie. Et un jour, malheureusement, il y a eu une explosion terrible dans le poste qui a fait 2 morts et 10 blessés graves. Quand je dis des blessés graves, c'est des gens qui ont eu des jambes arrachées, des bras, c'est terrible. Terrible. Et donc j'ai eu à gérer cette situation, l'urgence, l'évacuation des blessés, la tension, la peur, les cris, la fumée. Et ça m'a profondément marqué. Mais surtout, ça a eu une application autre, en dehors de la dimension opérationnelle, c'est que j'ai décidé de me faire baptiser, de me convertir à ce moment-là. Je n'étais pas baptisé, et j'ai décidé, ce jour-là, de me tourner vers le bon Dieu, avec la ferme intention de contacter un prêtre à mon retour de mission, ce que j'ai fait. Donc vous voyez, Beyrouth, ça a été quand même le chemin de la foi. Ça m'a beaucoup marqué. Et la foi qui fait l'objet d'un de vos chapitres, un chapitre que vous intitulez le cœur et l'esprit. Le cœur et l'esprit, oui. Avec beaucoup de poèmes très religieux, voilà, où vous vraiment tournez vers le Seigneur. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça a été pour moi une révélation. J'ai eu en fait, ce qui m'a marqué, il y a eu Beyrouth, d'une part. C'est en partie lié aussi à mes origines orientales. Oui, nous sommes proches de la Syrie. Partie de l'Orient, c'est proche de la Syrie. Il y a des odeurs, il y a un peuple très attachant, un peuple libanais, des gens attachants, accueillants, hospitaliers, très vivants, vivaces, dynamiques, entreprenants. Donc ça m'a beaucoup attaché au Liban, souvenir. Donc ça, c'est pour le Liban. Et pour Sarajevo, la Bosnie-Herzégovine, c'est la découverte de la poésie. J'ai commencé en fait à écrire de la poésie à Sarajevo en 1995, 12 ans après Beyrouth, pour exprimer finalement ce que la situation que nous vivions là-bas, sur le terrain, pour exprimer mon ressenti, mes réactions parfois, un peu épidermiques. Alors ces poèmes ne figurent pas, je n'ai pas souhaité les faire figurer dans cet opus, pour différentes raisons. Je voulais pas mettre mal à l'aise certains chefs que j'ai eus à l'époque, mais je les garde en soute. Et il est possible qu'un jour, je consacre un autre opus, un petit recueil avec ces poèmes de guerre. Mais c'est Sarajevo qui m'a quand même marqué, qui a été le début du commencement de mon écriture poétique. Et
Alors effectivement, comme vous le dites, cette aventure humaine que vous nous présentez en poésie, elle n'est pas finie d'ailleurs, comme vous le dites à la fin de votre ouvrage. Oui, tout à fait, oui. Elle se poursuit. Alors c'est quoi l'aventure? L'aventure, c'est le fait de vivre des situations insolites parfois, inattendues. L'aventure, c'est les rencontres, ces croisements de trajectoires auxquels on a affaire, qu'on pratique soi-même, ces cheminements, avec toujours cette dimension un peu imprévisible, d'imprévisibilité, de singularité parfois. Enfin, toute chose qui se différencie du quotidien, de la routine. Voilà l'aventure. Voilà, pour moi, l'aventure, c'est important. Elle se poursuit. À travers un deuxième opus, un deuxième livre que je prépare, principalement de poésie aussi, avec quelques textes. Mais voilà, j'ai pas encore vidé mes soutes. C'est une création permanente. J'essaie de prolonger cette aventure humaine, même si aujourd'hui je vis donc retraité avec mon épouse de l'Haute-Pyrénées, une vie somme toute assez paisible, assez relativement statique, dans la contemplation des montagnes, des animaux, des cerfs, des biches, parfois des sangliers ou des chevreuils qui descendent le long des lisières, face à ma maison, face à ma véranda. Voilà, c'est une vie contemplative, une vie un peu réflexive, de réflexion, de concentration, de retour sur soi. Parce que finalement, l'aventure humaine, c'est un élan, c'est un cheminement, c'est quelque chose de dynamique. La mienne, aujourd'hui, d'aventure humaine, c'est quelque chose d'un peu plus statique, plus intériorisé. Et quel conseil donnez-vous à la jeunesse? À la jeunesse, je crois que c'est engagez-vous. Pas la Légion pour s'y servir 5 ans, 25 ans, mais engagez-vous. Soyez des personnes engagées, responsables. Il faut croire. Croire et oser. Parce que celui qui ose gagne. Audace n'est point déraison. Mais l'audace, le fait d'oser, le fait de se projeter en avant, prendre des risques, sont une posture psychologique, je dirais, qui est bonne, qui correspond à celle de la jeunesse. Et puis surtout, émerveillez-vous. Émerveillez-vous. Restez jeune. La première qualité Je le décris un peu dans le livre. À un moment donné, je consacre un poème au regard. Le regard, en fait. Le regard, en fait, c'est l'observation, la scrutation, la contemplation, la vision, etc., etc. Et ça permet c'est l'élément déclencheur de l'émerveillement. Donc, aux jeunes, je dis, émerveillez-vous. Soyez à l'écoute de la vie. Prenez des risques. Ne restez pas assis, statiques, sur vos écrans en permanent. Allez voir ce qui se passe sur le terrain. Découvrez la richesse humaine qui vous environne. Nous ne sommes pas des machines. Nous sommes des personnes, nous ne sommes pas des personnes interchangeables. Chaque être est différent, unique. Chaque être humain a sa part de singularité, sa part de mystère. Il faut aller à sa rencontre. Voilà. C'est pas un conseil, c'est plusieurs conseils, mais c'est cette approche que je souhaite pour eux la plus dynamique, la plus pénétrante sur le plan humain qui soit, vis-à-vis d'autrui,
vis-à-vis du collègue, vis-à-vis des collaborateurs, des subordonnés, y compris vis-à-vis des chefs. Voilà. Essayer de comprendre. Voilà. Ça me semble assez important. Bien. Merci Christophe Murphy pour vos conseils, votre appel à nous lancer tous dans l'aventure humaine, cette aventure que vous décrivez dans ce très beau livre. Merci à vous. Donc, je vous rappelle, chers téléspectateurs, Une aventure humaine, c'est aux éditions du Santin et vous pouvez le trouver sur la boutique en ligne. Et à très bientôt et puis bonne aventure à tous.